Ça balance. C'est parce que j'ai regardé ta vidéo qu'on mettrait le tien pas. Mais va te faire. Salut Booktube. Donc je vous retrouve une nouvelle fois avec Pénélope de la chaîne Plop que je vais laisser évidemment en description et n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle fait parce que c'est super. Et du coup pour cette deuxième vidéo, toutes les deux, on a fait un truc un petit peu plus philosophique et donc dans ce petit bol, j'ai préparé un ensemble de unpopular opinions, donc des opinions un petit peu controverses que j'ai pu trouver sur internet. Je les ai choisies soit parce que j'étais plutôt d'accord avec ces controverses, soit parce que au contraire j'étais vraiment pas du tout d'accord, c'est ça. Soit parce que j'étais plutôt neutre mais que je trouvais que c'était un bon sujet de discussion. Par contre elles sont toutes en anglais, je suis désolée, j'ai eu la flemme de traduire. Percy Jackson mauvaise actuelle. Alors ça pour le coup je suis pas du tout d'accord avec cette opinion. Alors, donc le film Percy Jackson, les films Percy Jackson sont actually en réalité en fait bien. Non. Voilà, fin de la discussion. C'est horrible, je déteste ces films. En vrai, alors c'est une série qui est en production avec Riordan. Ouais. Où il aurait plus de mainmise dessus, donc on a des espoirs intenses et manifestes. Si vous aimez bien les Percy Jackson, si vous êtes aussi dégoûté que nous par les films, je vous encourage à aller sur le site. Peut-être que je mettrai le lien en description aussi, pour voir la lettre que Rick Riordan a écrit au producteur du film avant le deuxième je crois, ou peut-être même le premier, où en fait du coup il avait rien à dire dessus et en fait il leur a fait une liste de tous les trucs qui n'allaient pas et en disant vraiment vous êtes des merdes. C'est génial, je vous laisserai le lien en dessous parce que franchement si vous lisez un peu l'anglais c'est hyper drôle, c'est génial, j'adore ce truc. Donc ouais, première unpopular opinion, c'était simple finalement. Oui, ça faisait partie des trucs où j'étais vraiment pas d'accord et où je l'ai lu et j'étais en mode ah non. Witches and wizards don't interest me. Bah non. Same. Donc c'est les sorciers et les sorcières ne m'intéressent pas. Après, je vais modérer un petit peu parce que si on est là pour débattre, autant débattre. Non. Ça dépend. Parce que, en gros, moi j'aime bien ce qu'on appelle les hard magic systems. Donc c'est des magies qui sont très théorisées, même presque plus de l'ordre de la science parfois. Enfin, je vais faire mon auto-promo sur ta chaîne parce que chacun son tour. J'ai fait une vidéo sur les systèmes de magie. Où effectivement je dis que moi aussi c'est ce que je préfère quand c'est bien construit et qu'en fait la magie a des vraies limites qui sont tangibles, qui sont claires, qui sont explicites et du coup on sait que le personnage va pas pouvoir faire n'importe quoi et avoir des pouvoirs qui pop comme ça de nulle part et qui permettent de résoudre n'importe quelle situation alors que c'est pas du tout un truc qui était cohérent. Alors des fois, encore une fois ça dépend comment c'est amené etc, on est d'accord, mais le fait d'avoir vraiment ces limites qui sont préétablies et qui sont cohérentes dans l'univers et dans le truc, ça donne un cadre qui permet, je trouve, d'avoir une vraie cohérence d'ensemble finalement et qui rend le truc beaucoup plus intéressant. Et ça évite le TGCM aussi, le Tagal c'est magique. Aussi, bah oui parce que du coup tout est cohérent et du coup c'est de la magie traitée presque effectivement scientifiquement et c'est peut-être notre part scientifique très obscure qui parle mais... Pour moi le meilleur exemple de ça c'est le nom du vent. Où en fait c'est vraiment ultra théorisé. Oui. Mais tu vois plus dans le côté scientifique avec des limites avec en fait, des expériences. C'est ça, des limites physiques plus que par des contraintes parce que pour faire des limites à une magie, t'as plusieurs façons de le faire. Toi, soit t'as des limites physiques un petit peu comme nous la gravité, des trucs comme ça, ou ça c'est plutôt du coup le nom du vent. Plutôt et plus que des conséquences pour toi et des limites un petit peu pour toi, tu vois. Ouais mais après tu vois, dans Sanderson ça joue sur justement des forces qui sont existantes, donc qui sont limitées par ces forces dans... C'est vrai que aussi là-dessus, c'est vrai que, enfin de toute façon Brandon Sanderson et Mistborn qui est celui qu'on a toutes les deux lu, sont vraiment hyper bien pour ça, le système de magie est ultra original aussi. Ça c'est aussi un truc, c'est que en fait, moi je suis pas intéressée, enfin honnêtement ça m'intéresse pas les baguettes magiques avec des gens plus. Enfin voilà. Après c'est parce que au fur et à mesure t'as l'impression d'avoir un petit peu fait le tour aussi. C'est bien les 2, 3, 4 premières fois. Et au bout d'un moment, si t'as pas de choses nouvelles à apporter par rapport à ça, si c'est juste des gens qui agitent des baguettes magiques, bah il faut que le reste soit bien autour quoi, parce que sinon ça a pas d'intérêt en eux-mêmes. C'est ça le problème. Et ça je trouvais pour le coup pareil dans Carrion.
c'était hyper intéressant parce que, ok, il y avait tout le côté baguette magique et tout, mais t'as l'importance du Pas langage. sur ça, ouais, et ça c'est Et vraiment ça, c'est hyper cool. Et par exemple, dans le 2 où ils vont aux États-Unis, il y a des sorts qui marchent très bien chez eux en Angleterre, qui marchent pas du tout parce que le langage n'est pas utilisé de la même façon et que c'est des choses, c'est des expressions qui sont pas utilisées pareil. Et du coup, ça, j'avais trouvé ça hyper bien. Et mais ça, plus que l'importance du langage, c'est vraiment l'importance de la popularité en fait d'une chose qui lui donne du pouvoir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que ça évolue en fonction du temps, en fonction des générations, etc. Et ça donne un côté extrêmement moderne en fait à la magie et un espèce de renouveau qui fait pas grimoire poussiéreux, etc. Ça peut être des chansons un petit peu sympa et tout, enfin voilà, c'est... C'était quoi qui utilisait une berceuse en moment, je crois. C'est bien, mais quand c'est bien... Enfin, quand c'est bien fait. Vraiment, on est si prévisible. Et j'aime pas non plus quand t'as tous les pouvoirs d'un coup, enfin... Je trouve que c'est trop facile. Faut qu'il y ait une forme de progression. Il faut pas que ce soit trop facile. Un apprentissage qui soit possible, mais pour qu'il y ait un apprentissage possible, encore une fois, il faut qu'il y ait une forme de règle. Une école. Et une forêt. Parce que si t'as pas de règles, comment tu vas apprendre en fait, c'est ça aussi. Donc les hardbacks, les livres reliés sont jolis dans les bibliothèques mais sont bizarres à lire. Oui. Et moi je dirais que non parce que j'aime bien, mais moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que déjà c'est lourd, c'est chiant. Bah après ça dépend du hardback, quand il fait 200 pages ou qu'il en fait 1000, de toute façon que ce soit un hardback ou un paperback, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Mais l'avantage du hardback qui fait 1000 pages, c'est que le dos ne se casse pas. Non, ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus solide, forcément, donc ça c'est cool. Déjà aussi, t'as pas les... Moi, les dos qui se cassent, ça me dérange pas forcément énormément. J'ai un peu des problèmes avec ça quand même, et du coup, des fois, tu te retrouves à devoir ouvrir des livres de 2 cm. Ils sont énormes là, et puis que déjà ils pèsent leur poids, ils sont énormes, comme ça. Et du coup, c'est ça, tu peux pas ouvrir les livres. Et le pire, moi, c'est les coins. Qui se dédoublent un petit peu, les coins des couvertures qui se dédoublent et qui sont... En fait, t'as beau prendre le plus grand soin des livres, t'as toujours... Tu sues des mains quoi, je suis désolée, on suit des mains, tout le monde suit des mains, surtout par les températures qu'il fait. C'est ça, et du coup t'as toujours le petit coin là de cette couverture qui se dédouble et ça pour le coup ça te fait pas du tout avec les hardbacks. Après, tu peux pas te mettre dans toutes les positions non plus avec les hardbacks quoi. Non, par contre, les hardbacks sont probablement mieux que les paperbacks, mais ce n'est pas mieux que les floppy paperbacks. Vous savez, c'est le livre tout mou où quand tu fais ça, t'as tout qui fibre. Des bras jaunes. Et voilà, il y en a des bras jaunes. Après, il y en a aussi en anglais où j'en ai des comme ça. Oh, mais c'est tellement bien. Parce que là, tu sais que tu veux pas les casser, tu veux pas les abîmer. Souvent, ils ont des couvertures. Alors, les bras jaunes, surtout les. Tu sais, quand ils ont fait des collections à 10 € là. Oui. Pour le coup, c'était des couvertures qui se dédoublaient pas parce que il y avait un côté un peu plastifié, à minima. Et tu sais, c'est les livres où déjà le dos ne se casse pas. Parce qu'ils sont très floppy. Et quand tu les ouvres, ils tiennent tout seuls. Et en fait, tu peux les laisser sur une table, ça tient tout seul. Et ça l'abîme pas. Et ça l'abîme pas. Ceux-là, mais ça c'est la vie. Et ça c'est mieux, ça c'est mieux que les hardbacks. Pas dans la bibliothèque, mais en confort de lecture. À lire. Ça va clasher. Percy Jackson is better than Harry Potter. Percy Jackson est mieux que Harry Potter. Moi je dirais que non, mais j'ai pas la même nostalgie. En vrai, ça va pas clasher parce que je dirais que non. Probablement ça existe des gens qui ont découvert Percy Jackson avant Harry Potter et qui ont peut-être plus la nostalgie de Percy Jackson. Après, encore une fois, t'as pas les films, t'as pas la culture du truc. T'as les films. T'as pas les films. T'as pas la culture du truc qui va avec, donc c'est difficile de comparer réellement l'expérience, je trouve. Ouais. Je pense que Percy Jackson a beaucoup de qualités que n'a pas Harry Potter. Je trouve que la gestion des émotions des personnages plus, du développement des personnages un peu plus... Mais après, est-ce que c'est pas aussi parce que c'est plus du young adult que Harry Potter? Après, ça Harry Potter, ça vieillit. Hein. Ça vieillit, mais il y a toujours ce traitement un peu jeunesse des émotions des personnages. Mais après, Percy Jackson, il a 11 ans. Hein. Ouais, mais il a un traitement plus young adult, je trouve. Mais enfin voilà, ça reste pour un public jeune. Il y a aussi une question de représentation énorme qui est beaucoup mieux traitée dans les Percy Jackson. Quand est-ce qu'est sorti Percy Jackson? C'est ça aussi. Oui, un petit peu après. Parce que peut-être c'est pas très jeune. Non, clairement. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont mieux faites dans Percy Jackson que dans Harry Potter. Mais en effet, la nostalgie et l'environnement autour de la série, des films, tout ça, n'est clairement pas le même. Et je pense que c'est ça. En fait, je pense que Harry Potter, finalement,
c'est bien, hein, la série, forcément, non mais forcément c'est C'est peur bien. de se faire lyncher. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est aussi beaucoup entretenu par toute l'ambiance qu'il y a autour et tous les films, tout ça. Je pense que ça a beaucoup... C'est la vibes globalement et... Ouais, c'est une époque, c'est une ambiance, c'est tout un contexte en fait qui fait aussi que... Au-delà du truc, et effectivement il y a la nostalgie. Au-delà des livres en eux-mêmes. Au-delà des livres en eux-mêmes, même si... Fondamentalement, ils sont quand même très bons. Ils ont des défaux, mais ils sont très bons. Et encore une fois, pour ce que ça a apporté à la littérature jeunesse fantastique, fantasy, c'était quand même très très chouette. Voyez, could use a few more male protagonists. Non. Si. Moi je suis d'accord avec ce débat. Mais ils sont toujours deux dans les triangles amoureux, déjà c'est un trop. Non, c'est vrai. Non, mais les triangles amoureux, de toute façon, on bannit. Mais en fait, il n'y a que des protagonistes meufs. Hein. Ah, des personnages principaux, tu veux dire. Oui, non, des personnages principaux. Ah, personnages, tu vois, qui gravitent. Non, pour moi, c'est personnage principal. Principaux. Enfin, oui, un personnage principal, d'accord, ok. Et ben, encore une fois, je pense que c'est un peu un truc d'époque, parce qu'il y a eu une époque où il y avait énormément de personnages principaux masculins. Il y avait que ça. Et c'était que ça. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que il y a que des... Enfin, dans tous les YA que j'ai lus récemment, est-ce que tu es capable de me dire un seul protagoniste masculin? Personnage principal. Que t'as lu récemment ou que non, j'ai lu toi t'as lu... Moi j'ai pas lu beaucoup de YA récemment. Ça. Mais même dans les 10 dernières années quoi. Aristote et Dante. Ouais. Mais c'est... oui, alors en fait tous les LGBT... tous les LGBT homosexuels masculins. Voilà, c'est... Ouais, stop. Mais d'ailleurs, en fait, c'est vraiment des tendances où tous les YA fantasy, c'est que des protagonistes féminines. C'est vrai. Et tous les trucs LGBT, c'est que des homosexuels hommes. Et c'est pour ça que c'est quasiment exclusivement. Et le lesbien est hyper rare, très, très dur. hyper dur à trouver. Et c'est nul. Et d'ailleurs, j'en parle un peu dans la prochaine vidéo littéraire lecture qui n'est pas encore sortie. J'étais très déçue par un bouquin de fantasy, alors je sais pas si c'est du YA, je dirais que c'est du YA, avec une relation lesbienne, et c'est celui que j'ai pas fini, parce que vraiment, c'est... En fait, j'y croyais pas. Ouais. J'y croyais pas du tout, et c'était vide, et moi je voulais juste un bon romantasy avec une relation lesbienne, et c'était même pas un bon romantasy, donc... Mais si vous avez des bonnes références de romantasy ou de fantasy de lesbien avec des relations homosexuelles, vous avez compris. Ici, on fait pas de périphrase, on va droit au but, c'est pour ça que mes introductions sont plus courtes. Des bonnes références de lesbiens. If a series doesn't get good until the second or third book, it probably isn't the best series ever. Donc, si une saga ne devient pas bonne avant le deuxième ou troisième livre, c'est probablement pas la meilleure saga du monde. Donc ça fait référence un petit peu aux avis négatifs sur certaines sagas où les gens qui sont fans de cette saga vont répondre « Non mais attends encore un petit peu le deuxième, troisième tome, tu verras, ça s'améliore à ce moment-là, typiquement la roue du temps ». Il y a des gens qui disent ça, comme on disait, sur l'Assassin Royal, sur Akotar. Il y a des gens qui ont dit que le premier était extrêmement nul et que le deuxième était beaucoup mieux et relevait le niveau. Moi j'ai bien aimé le premier. J'ai un peu dit ça aussi. T'as un peu dit ça aussi. Moi j'ai bien aimé le premier, mais effectivement le deuxième est beaucoup mieux. Après, alors oui, c'est pas la meilleure série du monde, parce que si tu dois t'accrocher pour lire le premier tome, ça veut dire que fondamentalement peut-être il était pas pour toi ou pas complètement pour toi, donc t'en auras pas un souvenir incroyable, donc pour toi ce sera pas la meilleure série du monde. Oui, là-dessus je suis assez d'accord. Moi je suis plutôt d'accord aussi. C'est compliqué. Après, en fait, ça dépend à quel point tu le trouves bof, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, si vraiment t'as détesté, si t'as tout détesté, même si le suivant est mieux, il sera jamais suffisamment bien pour te le faire rattraper, je pense. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, je trouve que c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un argument pour pousser quelqu'un à continuer, en fait. Si t'as pas l'impulsion de continuer, ça veut dire que l'auteur a pas fait son boulot, en fait. Ou alors, ça dépend... Enfin, encore une fois, ça dépend ce que t'as pas aimé. Si ce que t'as pas aimé est absent des prochains tomes, ça peut être l'impulsion. Si c'est pas le cas, ça n'a pas d'intérêt de continuer à te faire du mal. Si t'as pas la curiosité suffisante... Et après, des fois, même des livres que t'as pas aimé, peuvent t'intriguer assez pour que malheureusement ça dépend comment ça finit, etc. Et des fois tu continues alors que tu devrais pas continuer. C'est ça. First person POV is better than third person POV. Donc les trucs à la première personne sont mieux que les trucs à la troisième personne. Non, je déteste. Comment c'est fait. Moi alors j'ai beaucoup plus de mal.
Ça dépend comment c'est fait. Souvent, les trucs de les trucs à la première personne, ça dépend comment c'est fait. Les trucs à la première personne, c'est quand même souvent du YA. Oui. C'est quand même souvent mais la romantésie aussi, de la romantésie. Donc là, c'est plutôt la troisième personne, c'est plutôt en fantaisie adulte globalement. Ça permet, je trouve, beaucoup plus de profondeur dans l'univers parce que on suit souvent plusieurs points de vue, ou en tout cas on a une connaissance qui est plus importante que la seule connaissance du personnage principal. Après, ce qu'apporte la première personne du singulier, c'est ce côté de narrateur peu fiable. Oui. Après, que tu peux plus difficilement avoir, en tout cas avec la troisième personne. Ça, je suis d'accord, mais je trouve que souvent, les romans à la première personne ne le font pas, ne l'utilisent pas. C'est assez rare que ce soit utilisé, notamment dans les YA ou la romantésie. Les YA, ils savent pas le faire. C'est ça, non mais c'est ça. Et c'est assez rare. C'est une question qui ne se pose pas, je pense. C'est assez rare que ce soit exploité en fait, ce côté narrateur peu fiable que moi j'adore. Oui. Et après, je pense aussi qu'il y a une part d'habitude parce que récemment j'ai lu beaucoup de livres à la troisième personne. Et du coup, quand j'ai ouvert From Blood and Ash qui est à la première personne, j'ai eu en mode de wow, c'est quoi ça? Aïe, c'est qui? Aïe. J'étais en mode d'accord, ça y est. Et alors, les trucs qu'on voit beaucoup moins, c'est les deuxièmes personnes. Il y en a 2-3 qui sont écrits au-dessus. Dont l'exemple de Broken Heart, de N.K. Jemisin. Ah oui, il y a eu une grosse partie et qui est hyper intéressante. Qui est hyper bien fait. Qui est hyper intéressant, qui est très bien. Et alors, il me semble que Meute de... Je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Bah moi non plus. Et bah Meute, a priori, c'est écrit au-dessus. Ah bah ça, je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Après, ça fait pas partie des... Non, mais... leur opinion, parce que c'est pas très classique, mais du coup, c'est pas très classique, mais du coup, c'est suffisamment rare. Quand c'est bien fait, c'est dur. Je pense que c'est dur à bien faire. C'est dur à faire. C'est dur à bien faire. Et par contre, dans le troisième personne, je ferai juste une petite précision, c'est que je déteste l'omniscient. Pour le coup, déjà parce que l'omniscient bien fait, c'est impossible quasiment. Parce que tu sais trop de trucs, on sait pas assez. Très peu de gens qui savent bien faire. Et du coup, moi j'aime bien un point de vue interne à la troisième personne. Voilà, c'est un petit. Je suis d'accord. Et où à la rigueur, tu suis plusieurs personnages et du coup, t'as une alternance de points de vue, mais avec le point de vue des personnages. Plus de choses, mais c'est toujours du point de vue interne. Après, t'as lu Nevernight ou pas? Non. Pour le coup, Nevernight, c'est pas vraiment un narrateur omniscient, mais c'est pas vraiment une troisième personne. C'est un narrateur un peu externe. C'est un narrateur un peu externe, mais un peu à la troisième personne. T'as une espèce de rupture du quatrième mur comme ça, qui est hyper intéressante. T'as lu The Book Thief? Non. La voleuse de livres? Non, parce que du coup, c'est narré par la mort. Et du coup c'est intéressant aussi parce que donc voilà, il y a toujours un narrateur qui est un petit peu extérieur et je trouve c'est intéressant quand il est nommé aussi, le narrateur. Carrément. Voilà. J'aime bien quand c'est un narrateur qui est extérieur à l'histoire, qui regarde l'histoire d'autre part. Et en fait ça permet de s'affranchir aussi de ce caractère omniscient, c'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui va regarder l'histoire et qui peut être aussi biaisé par ses propres valeurs et ses propres perception des choses et du coup voilà ça permet. Mais typiquement c'est une forme de mise en avis, mais moi j'aime beaucoup tout à fait. Trop plat. E-books are the best thing to happen to the reading world. Non. Oui. Moi je suis toujours extrêmement... Non mais... La meilleure chose, je dirais pas parce que c'est intéressant parce que ça permet une démocratisation, ça permet une transportabilité, ça permet beaucoup de choses. Moi on m'enlèvera pas le papier, je suis désolée, ça remplacera pas, mais... Et du coup moi ce que j'ai dit dans la vidéo qui va paraître mardi, du coup vous l'avez déjà vu mais du coup on filme cette vidéo avant. Moi non, elle l'a vu parce qu'elle l'a fait. Oui, moi je l'ai faite, elle ne l'a pas vue mais vous oui, si vous suivez ma chaîne. Ce que vous devriez faire, honnêtement. Je fais de l'auto-promo mais c'est absolument incroyable ce que je fais. Dis la meuf avec 20 abonnés. Pour le moment. Mais d'ici qu'elle soit postée, t'en auras plus de 30. C'est vrai ça. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait j'ai enchaîné, vu le déménagement, tout ça, que j'avais pas forcément de livres physiques, que j'ai enchaîné beaucoup d'e-books du coup, et que quand j'ai eu Désenchanté, en fait j'étais en mode je veux juste lire le papier là. Et j'avais vraiment ce manque du livre physique papier. Et du coup je pense que pour moi les deux c'est vraiment complémentaire quand même. Je pense que je pourrais plus me passer de l'e-book, déjà parce que du coup ça force à ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, Amazon, tout ça, anglais, tout ça. Et du coup je pourrais plus me passer de l'e-book mais je peux pas non plus me passer du papier et je pense que cette un peu diabolisation du numérique qui a été faite autour du livre et par les gens influents dans le livre a été une très mauvaise opération de com, je pense que en fait pour ceux qui aiment déjà les livres ils vont pas arrêter d'aimer les livres
Et les personnes, ça aurait pu inviter d'autres personnes à lire, je pense. Et en fait, je pense que ça va devenir complémentaire, c'est-à-dire que les médias s'ajoutent, c'est comme le livre audio, ça vient se greffer dessus. Peut-être que ça peut faire lire d'autres personnes aussi. Et du coup, je pense que c'est vraiment additionnel. Bah, typiquement, il y a Bookmark, qui est une maison d'édition que tu dis pas beaucoup, je pense, mais qui, mais je connais. Qui fait. Quand tu achètes le livre papier sur leur site, tu as le livre e-book qui arrive dans ta boîte mail. Alors et ça, c'est formidable. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas fait. Bah, moi non plus. Parce que typiquement, comme ça, tu peux l'emmener en vacances, t'as pas peur de l'abîmer, de le perdre, on sait rien. Et t'as quand même le papier qui est très très beau, parce que globalement, les éditions Bookmark font souvent des beaux bouquins avec le soft touch et tout. Et en fait, c'est génial de. Alors, du coup, le livre en papier est un tout petit peu plus cher, mais en fait, c'est pas grave. Mais surtout qu'en fait, je comprends pas du tout pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'acheter les deux. Autant, tu vois, par exemple, pour un livre audio, il y a la personne qui va lire, il y a le montage et tout ça, donc il y a du travail en plus, donc je comprends que tu dois payer en plus. Mais en fait, le livre papier, tu achètes les mots, et le livre, donc tu achètes les mots et l'encre et le papier, et le livre e-book, t'achètes juste les mots, donc en fait tu l'as déjà dans le papier, donc je vois pas pourquoi c'est pas toujours compris avec. Enfin, franchement, ça. Quitte à encore une fois à augmenter un tout petit peu les prix s'il faut, parce que du coup ça fait moins de droits d'auteur peut-être, autre chose comme ça, mais à ce moment-là, que ça soit considéré dès le départ, enfin moi ça me dérangerait pas de payer quelques euros de plus si j'ai les deux formats clairement. Ensemble. C'est bien parce que chaque fois tu rigoles. I love when a character dies. J'aime beaucoup quand un personnage meurt. Bah comme c'est bien fait. Dans la forêt ou dans une école. Alors s'il meurt en dehors de la forêt, moi j'aime pas. Par contre, dès que c'est sous les arbres, ça va. Bah ça a un côté un peu poétique quoi. Voilà. Moi, alors, peu importe mon sentiment sur le personnage qui meurt, je déteste quand il revit. Ah oui, bah oui. Avant tout, la résurrection. Quand il meurt vraiment. Ouais, c'est ça. J'aime bien. En fait, ça dépend quand est-ce que ça intervient. Si ça intervient parce que l'arc narratif du personnage est terminé et que t'en as plus rien à foutre, du coup il meurt, et bah ça c'est une mauvaise narration. Quand ça intervient au milieu de l'arc narratif du personnage et que du coup c'est hyper surprenant et que tu te dis merde, il avait plein de trucs encore à faire, qu'est-ce que ça va donner maintenant, et bah c'est hyper intéressant. En fait, il faut pas juste que ce soit un argument de plot, c'est-à-dire que il faut pas juste que ce soit genre où typiquement le personnage meurt uniquement pour faire grandir ton protagoniste. Ou avancer l'intrigue. Ou avancer, voilà, c'est ça. Après, oui, enfin, faut que ça s'explique par d'autres choses. Et je trouve que si c'est trop évident que c'est ça, c'est dommage. En fait, si ça aurait pu être fait autrement ou quoi, et si ça s'accumule trop, genre typiquement, moi c'est un de mes problèmes avec Game of Thrones justement, où en fait au bout d'un moment, tout le monde meurt. Enfin déjà tout le monde meurt et en fait c'est juste pour faire avancer le truc et voilà quoi. À la fin, il n'en restera qu'un. Et après, c'est ça. Mais après, enfin tu vois, l'inverse c'est vrai aussi. J'aime pas non plus quand personne meurt. Oui, parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. Et c'est pour ça aussi personne ne meurt, il n'y a pas d'enjeu. C'est pour ça aussi que les résurrections, ça m'énerve parce qu'il n'y a aucun enjeu. Encore une fois, ça dépend de comment la résurrection est faite. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui sont bien faites. Il y en a vraiment pas beaucoup qui sont bien faites, sauf dans Supernatural. Où ça devient juste drôle à la fin. J'ai jamais vu quasiment un truc de résurrection où j'étais d'accord. C'est un spoil donc je vais couper au montage. Mais ça c'était attendu, c'était pas mais vraiment... oui, mais c'est attendu parce que c'est un problème, c'est parce que tu sais que c'est du YA/new adulte et que du coup les personnages importants ne meurent jamais. Ouais. Et du coup, elle l'aurait vraiment fait mourir, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je sais pas, moi ça m'a pas dérangé mais je vois ce que tu veux dire. Ah, moi ça m'a énervé. J'étais hyper triste qu'il meure, vraiment, j'étais hyper triste, mais... Tu l'aurais compris plus que ça. Mais le fait qu'il revive, ça m'a énervé. Moi j'ai été contente qu'il revive, mais du coup, je pense que j'ai accepté le truc et du coup je l'ai bien pris. Toi tu l'as pas accepté, du coup tu l'as mal pris. En fait, c'est plus que j'ai été aussi surprise, agréablement surprise en me disant ah, elle a les couilles entre guillemets. Elle a les ovaires de le faire mourir et elle a ce courage là et en fait le fait qu'après elle retourne en arrière en se disant ah en fait peut-être que du coup tout le monde va me détester parce que je fais mourir quelqu'un d'important. Bah du coup je me dis parce que c'est comme dans Harry Potter, il y a plein de gens qui meurent mais c'est jamais le trio et c'est jamais les protagonistes. Et ça m'énerve un petit peu. Il y a des gens dans... Oui non mais je suis d'accord mais tu vois c'est pour te... Et tu sais très bien que dans tout ce qui est YA, tout ce qui est même fantasy en général,
Les personnages très très importants vont pas mourir. Enfin, faut qu'il y ait des morts importantes parce que sinon il n'y a pas d'enjeu quoi. Enfin, si personne peut mourir, si tu sais très bien, en fait, si personne peut mourir. Tout est une question de contexte. Si c'est dans un univers Oui. où on te dit il y a des gens qui meurent et que personne meurt, en Si fait, on n'y croit pas. Alors en effet, si c'est dans notre monde et qu'il y a quelqu'un qui se fait poignarder là, peut-être que. On va dire c'est un peu chaud quand même, c'est flippant, faut pas aller là. Non mais voilà, dans les univers de science-fiction, de fantasy où on te dit que des gens meurent, si personne meurt, et bah t'y crois pas. C'est ça. Faut arrêter Ça de dépend mettre des scènes comment de c'est cul. fait. Ouais. Non, Alors mais- sexe ou scène de cul, parce que c'est pas la même chose. Ah, ouais. Si tu parles du jeune adulte en mode il y a eu la découverte de la sexualité Mais il se décote quoi. Bah oui, ou ça va plus loin, si c'est la première fois, si c'est machin, en vrai c'est des problématiques alors, qui sont dans la tranche d'âge en question, c'est intéressant. Je l'avais pas vu comme ça, moi je l'avais vu comme scène de sexe. Alors pour moi s'il y a des scènes de sexe c'est plus du voyeur. Bah oui, pour moi aussi. Et tu vois, et du coup on revient sur la question dont on avait parlé en message, de Throne of Glass. Parce que Throne of Glass, donc dans les 3 premiers tomes, il n'y a pas du tout de scène de sexe, ça a été toujours commercialisé, en tout cas aux États-Unis, je pense qu'en France c'est pas passé pareil. Parce Alors, que quand ça a été réédité, oui, quand ça a été réédité, c'est pas passé pareil. Mais du coup, où il n'y a pas du tout de scène de sexe, ça a été toujours marketé en young adulte, et après t'arrives au tome 4, et là c'est la débandade. Enfin non, c'est la bande. Ce jeu de mots ne passera pas. Ça passe toujours, tu sais. Du coup, je trouve que tu peux plus l'appeler du YA, et du coup, dire que les premiers sont du YA, du coup, c'est pas vrai non plus. Après, la question c'est est-ce qu'une série doit forcément rester d'un même genre, d'une même tranche d'âge? Pour moi, elle doit être lue. En fait, pour moi, elle doit être lue par quelqu'un qui la découvre après. Donc, en fait, parce que si tu la découvres quand elle sort, effectivement, quand t'avais 17 ans, quand le premier tome est sorti, quand le tome 3 il sort, t'en as 20. Donc tu peux lire les scènes de sexe. Mais si tu commences Throne of Glass quand tout est sorti et que t'as 16 ans, bah tu peux lire les premiers, mais après c'est peut-être un peu gênant. Bon, ça dépend, je crois qu'à 16 ans ils ont jamais. Non, mais tu vas Après, oui, d'un autre côté aussi, j'aimerais bien épargner ça aux jeunes de 16 ans qui vont devoir subir les scènes de sexe de Sarah J. Maas. On va pas être d'accord sur ça. Mais elle écrit toujours pareil, c'est toujours la même chose. T'en as lu une, tu les as toutes lues. Globalement, c'est un gros problème des scènes de sexe dans les livres, c'est que tous les auteurs ont toujours une seule façon d'écrire les scènes de sexe. C'est pas vrai. Et quasiment. Et en fait, ils essayent toujours d'en mettre plein, parce que c'est un peu ça, la romantésie et tout ça. Et les trucs de sexe. Ce jugement sur la romantésie. Non, mais c'est que t'essayes d'en mettre en tout cas 2-3 par livre au moins. Et c'est que quand elles sont toujours, c'est ça, quand elles sont toujours écrites de la même manière, au bout d'un moment, en fait, j'ai déjà lu cette scène 10 fois. Il y a des ça dépend comment c'est fait. Une scène de sexe c'est intéressante à partir du moment où ça apporte quelque chose dans la relation et dans la construction de la relation. Ça permet un insight, une entrée dans l'intimité qui n'est pas forcément évidente par d'autres biais en fait. Et quand c'est fait de cette façon-là et qu'on la voit à plusieurs moments de la relation, tu fais pas le sexe de la même façon quand c'est la première fois et quand c'est la 20e fois par exemple. C'est pour ça que les scènes de sexe, je trouve qu'au début d'une relation apportent beaucoup plus que après. Et bah ça dépend, moi je trouve que justement c'est bien d'en avoir à plusieurs moments de la relation et que c'est pour ça que ça ne dérange pas quand il y en a plusieurs. Faut pas qu'il y en ait toutes les 3 pages, on est bien d'accord. Tu vois, c'est pour ça que les scènes de sexe dans Akomat sont très bien. Les scènes de sexe dans Akowar sont nulles parce que c'est juste. Allez, on a 3 minutes de la relation. On a 3 minutes entre 2 batailles. Allez, ça suffit, je suis désolée. Après, il hurle à en faire tomber des montagnes, mais. Trembler, tomber aussi, c'est. Tout fout le camp. Non, après, moi, je suis sur le fait qu'une série doive rester la même cible éditoriale. Et ben je trouve pas forcément. C'est beaucoup plus difficile à marketer, on est d'accord, c'est beaucoup plus difficile à cibler. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant que justement la série évolue avec son lectorat, même si effectivement quand tu veux la budget, et après ça dépend en fait comment tu lis. Moi, comme je lis des tomes assez espacés, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment dérangé. Mais effectivement, si tu veux binger une série qui évolue et qu'on considère qu'elle évolue avec son lectorat, c'est plus difficile. Et tu vois, parce que typiquement, je pense qu'on a eu la même expérience de Harry Potter, c'est-à-dire que moi, les Harry Potter. Le tome, j'ai lu à partir quand le tome 5 sortait en fait. Donc j'ai lu à partir du moment où le tome 5 sortait et on avait quoi, 8 ans 9 ans Ouais, à peu près, un truc comme ça. Et je me dis, a posteriori, faire lire le tome 5 de Harry Potter à 8 ans, c'est quand même assez hard et c'est quand même assez violent. Et je trouve que
c'était si mes enfants faisaient ça, je serais pas très confortable, tu vois, avec le moi ça me dérangerait pas. Après, en fait, moi c'est la relation que j'ai avec l'âge aussi. Je pense que c'est pas tant une question d'âge qu'une question de maturité. Oui, mais après, je pense qu'à 8 ans, j'étais pas forcément assez mature pour voir des gens, pour avoir la description de Voldemort dans le 4 qui renaît de. Contrôler un peu ce que les enfants lisent en tout cas. Ouais, moi j'ai du mal avec ça. Mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bah, tu vois, pareil. Qu'il y ait de bonne. Et j'avais vu sur Twitter, je crois, un feed, une libraire parlait du rayon manga où elle travaillait et où il y avait une femme qui était venue acheter des livres pour son fils qui avait, je crois, 8 ou 9 ans. Et en fait, il lui avait demandé d'acheter Attack on Titan. Et du coup, la libraire a dit à la femme, non mais en fait, contrôlez ce que votre enfant lit. Ce n'est pas normal de lire Attack on Titan quand tu as 8 ou 9 ans. Je sais pas si t'as déjà vu des images. Non, mais je pense. C'est ultra violent. Enfin, vraiment, c'est hyper violent, c'est pour adultes. Mais il y a ça et ça. Mais Harry Potter, c'est pas non plus violent. Oui, je suis d'accord. Tu vois, effectivement, je pense qu'il y a des nuances à apporter, clairement. Une belle écriture ne compense pas pour des... Il n'y a pas de pour en français. Ouais, bref, ne compense pas un plot, un scénario pourri ou des personnages inintéressants. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors c'est bien d'avoir de la belle prose, c'est sympa. Important, c'est toujours, cool. c'est toujours un ça plus. fait plaisir. Moi je trouve que c'est un plus. C'est un plus. Après, à contrario, si c'est extrêmement mal écrit, même si tes personnages sont bons et que ton scénario est cool, ça marche pas non plus. C'est plus, moi je pense que c'est plus de la... Il y a une écriture et un niveau d'écriture en tout cas qui est assez classique, qu'on voit un petit peu partout, et tu vas en avoir qui sont en dessous, auquel cas c'est pas très lisible, et il y en a qui sont au-dessus, auquel cas c'est un plus. Et je trouve qu'à partir du moment où on n'est pas sur du très mauvais en écriture, ça se lit, c'est pas forcément oufissime, et c'est pas ce qui restera en mémoire en tout cas, mais ça se lit, mais ça ne doit pas, enfin ça doit toujours être en plus en fait, que par rapport au personnage. Bah oui, en fait ça vient dans l'ensemble aussi. Souvent quand même les bons niveaux d'écriture sont au service en fait du scénario et des personnages, donc si ils sont juste là avec derrière ça suit pas, oui, ça a pas, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais ça permet pas d'accrocher suffisamment. Moi, je lis pas un livre seulement pour style d'écriture, en tout cas. Sinon, je dirais du Balzac. Oui, mais non. Ne t'implique pas ça. Non. C'est même pas bien écrit Balzac. Après, il y a un exemple où je trouve que le style d'écriture vaut tout le livre. La Horde du Contrevent. Ouais, mais d'un autre côté, c'est lié au personnage. Le scénario et les personnages sont intéressants. Oui, mais le scénario et les personnages sont intéressants, mais pas sur autant de pages. Il n'y aurait pas le style d'écriture, tu l'aurais pas. Oui, mais ça c'est... Voilà, mais ça reste intéressant. C'est pas totalement plat en tout cas. Non, c'est pas totalement plat, et il y a un intérêt, il y a des enjeux. C'est ça. Et le style d'écriture est au service. C'est ça, ça aide, en fait. C'est vraiment... En fait, c'est une partie de l'histoire et du développement personnage. C'est vraiment une partie, donc ça vient suppléer. Enfin, voilà, ça vient ajouter à ça, c'est pas juste un beau style d'écriture. Par exemple, le livre que je suis en train de lire, où Céline Chevet, qui a un style d'écriture qui est très bien, je trouve, qui est hyper sympa. Et pour le coup, c'est vraiment en plus de l'histoire. Ça vient pas, c'est joli, c'est bien écrit, mais c'est pas quelque chose qui apporte au personnage, alors que dans La Horde du Contrevent, ça on a vraiment cet apport en plus, effectivement. Ouais. Ah oui, putain, ça tu vas pas être d'accord non plus. Je suis pas d'accord avec celui-là et je sais déjà que Pénélope sera pas d'accord. Listening to an audiobook doesn't count as reading. Pardon ? Voilà, merci. Voilà, il n'y a pas de débat, ça compte. Il n'y a pas de débat. Je vous ai dit, il y en a vraiment, j'étais outrée. Traduis-le peut-être, je sais pas, mais... c'est écouter un audiobook ne compte pas comme de la lecture, donc non. Ça compte, bien sûr que ça compte. Mais lire un magazine, ça compte comme de la lecture. Tout à fait. Vous pouvez lire les règles de Pénac, vous pouvez lire ce que vous voulez. I do not have any book organizing pattern or rule. C'est faux. Je n'ai pas de règles pour organiser mes livres ou de motifs. C'est pas de modèle pour organiser mes livres. Alors ça, je voulais juste pour discuter de ta façon d'organiser les livres. Alors mon modèle, c'est un modèle un petit peu bordélique. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo Bookshelf Tour qui est un projet normalement pour les 500 abonnés. C'est une des vidéos que j'aimerais bien faire. Ouais. Parce que c'est des vidéos que j'aime vraiment beaucoup regarder, je trouve ça toujours extrêmement satisfaisant. Alors je suis désolée, je déteste regarder ces vidéos. Alors, après, voilà, de ma part, vous n'aurez probablement pas de boucherie. Non, je trouve ça toujours extrêmement satisfaisant et pour le coup, je trouve ça toujours intéressant de savoir comment les gens organisent leur bibliothèque. Ça par contre. Moi, c'est... Alors, globalement, j'ai une bibliothèque... Enfin, j'ai
c'est 2 Billy, mais je considère que c'est une bibliothèque graphique, et le reste c'est par maison d'édition à peu près, globalement. Ok. Et après, par auteur, plus ou moins catégorie, si c'est un petit peu bordé. Mais c'est un peu comme ça. Donc j'ai en gros un gros espace j'ai lu, un gros espace Brajlon, Mélodie, tout ça. Et après j'essaie de regrouper. Souvent en plus ça permet de regrouper les formats, donc c'est quand même plus joli, je trouve. Voilà. Alors moi, vu que je suis ultra psychorigide, j'ai plein de règles. Vraiment, c'est ridicule. Donc moi, j'ai une bibliothèque de graphique, une bibliothèque de manga, mais qui à terme, je pense, se retrouvera plus ou moins par la force des choses avec la graphique. Enfin, bref, l'idée, ce serait de tout regrouper. Donc tous les illustrés. Et après, j'ai mes bibliothèques de romans. Et pour les romans, donc en fait, j'ai plusieurs Billy. Billy étant le classique des bibliothèques. Donc j'ai plusieurs Billy. En fait, chaque Billy est un genre. Donc j'ai ma Billy fantasy et SF. J'ai ma Billy contemporain et... Enfin voilà, c'est en gros à peu près ça. Après j'avais fait des sous-parties dans mes Billy aussi. En gros j'avais fait une partie fantasy adulte, fantasy YA avec plutôt le type romantasy, new adulte et tout. Et le truc un peu angsty dans les relations. J'avais fait ma partie SF, ma partie réécriture de mythologie et tout ce qui est mythe. La partie contemporain adulte, romance mignonne, contemporain, tout ce qui est diversité et tout ça. Voilà, j'avais vraiment catégorisé. Et après dans la rangée, c'est vraiment donc par saga évidemment et par taille décroissante. Toujours. Moi c'est par taille décroissante toujours. Les grands je les mets soit tout en bas soit tout en haut et les petits formats au milieu classiquement. Voilà. C'est marrant. Alors pour le coup sur les trucs un peu sous-parties, moi je fais ça du coup dans les maisons d'édition. Typiquement j'ai la New Romance, la romance historique, enfin voilà, ce truc là. Pour les formats, moi j'ai plutôt tendance à mettre les grands de chaque côté d'une bibliothèque et ça descend au milieu, sauf souvent les poches à part. Pour le coup je mets vraiment des poches au milieu des grands formats, je trouve ça très moche. Ah oui moi aussi. Ou alors horizontaux. Oui voilà c'est ça, pas dans le même plan. En horizontal et sinon sur les hauts et bas pour le coup c'est pas très je parle pas pour les livres mais souvent plus en fait à partir du milieu. Le milieu, c'est comme c'est un peu la ligne de vue, c'est ceux que j'aime beaucoup. Oui, ça. En hauteur un petit peu aussi. Et ceux qui sont en bas, en fait, c'est ceux qu'on voit moins, donc c'est ceux que j'aime moins. Typiquement, moi, c'est ce que j'avais fait. En fait, en bas, c'était. Il y a un moment où en bas, c'était les petits poches un peu moches que je voulais pas forcément mettre en évidence. À hauteur du haut, c'était les Pierre Bottero. Et en haut, c'était. Donc, on voyait mieux que ceux d'en bas, c'était mes hardback grand format anglophones. J'ai aussi eu 2-3 fois ma phase. Arc-en-ciel. Moi j'ai jamais fait ça. En fait je trouve ça joli, esthétiquement je trouve ça très joli, mais ça doit être un tel bordel d'organisation et pour remettre en route après alors en fait ça met une journée pour changer sa bibliothèque. Après moi je fais ça. Je me suis toujours dit que ça valait pas le coup et moi je suis tellement psychorigide une série doit être ensemble que... En fait moi je suis psychorigide avec ma façon d'organiser à un instant T. Et du coup, en fait, tous les 6 mois à peu près, je vide toute ma bibliothèque et je range toute ma bibliothèque. Voilà, moi j'ai une organisation qui traîne depuis quelques années. Moi j'adore faire ça, c'est le seul truc que j'aime bien ranger d'ailleurs. Et j'adore en plus avoir des énormes piles de livres, ça c'est le truc le plus satisfaisant. Ce déménagement c'est très... T'as l'impression d'avoir 12 milliards de livres, beaucoup plus que quand ils sont dans les étagères honnêtement. C'est vrai. Et... du coup, le truc c'est que donc voilà, je les faisais et ça m'a jamais dérangé. Je trouve que c'est très joli l'arc-en-ciel parce qu'en fait, je sais toujours où est chaque livre. Je suis vraiment capable de te dire exactement où est tel livre dans ma bibliothèque. Ça fait bien marrer ma mère mais... Oui, non, mais c'est vraiment ça. Tu me demandes où est tel livre. Quand mes livres étaient encore chez mes parents, des fois elle m'appelait pour m'emprunter un bouquin. Et du coup, elle m'appelait et je lui disais alors s'il est dans telle étagère, à gauche, la troisième en bas. C'est vraiment ça, c'est ridicule. Ça bien rire. Bon, encore une fois, on a été plutôt d'accord sur le débat. Oui, finalement, c'est des débats assez prévisibles. C'est pour discuter. S'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou alors des unpopular opinions que vous avez vous-même sur les livres, n'hésitez pas à les partager, comme ça on peut continuer aussi la discussion, et c'est le but de cette vidéo. Je vous encourage donc beaucoup à aller voir la chaîne de Pénélope, que je vais mettre une vidéo en i et en description, barre d'infos, c'est la même chose manifestement. En dessous, quoi, quelque chose partout par là. C'est des fiches en fait. Oui, non mais je sais. Non mais je sais pas. Je me suis bugué. Voilà, ça arrive de bugger. En conclusion de cette vidéo. Ça arrive de bugger.
Et n'hésitez pas aussi à aller regarder du coup les 2 vidéos qu'on a fait sur sa chaîne. Donc ce sera probablement ces vidéos-là que je vais mettre dans la fiche parce que j'ai pas du tout préparé cette outro. Donc voilà, faites des choses et abonnez-vous. Et on se retrouve. Et du coup, cette fois-ci, on peut dire arrêter de procrastiner. On arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre. Et moi je vous dis à la prochaine.